Donc j'ai le plaisir maintenant d'introduire Julien Grenet, qui est donc chercheur au CNRS et au sein de l'École d'économie de Paris, et qui, comme vous pouvez le constater, va nous faire une présentation sur des expérimentations sur le sujet de la mixité sociale au collège. Donc merci Julien de m'avoir rejoint. Merci beaucoup Adrien, bonjour à toutes et à tous. Donc ce dont je vais parler dans cette présentation, c'est un bilan, on va dire un premier bilan d'un certain nombre d'expérimentations qui ont été menées en France depuis 2016 pour essayer de renforcer la mixité sociale dans les collèges publics. Je vais revenir sur le contexte, les moyens mis en œuvre, les résultats. C'est un travail qui est toujours en cours et qui est réalisé avec beaucoup de co-auteurs, donc Ghazala Azmat de Sciences Po, Élise Villery, qui est dans la salle et qui fera une présentation un peu plus tard, Youssef Swidi et Yann Algan. Donc le contexte de cette étude, c'est d'abord, et le contexte qui a motivé ces expérimentations, c'est le contexte d'une très forte ségrégation sociale entre les établissements scolaires en France en général et particulièrement au collège. Ce graphique vous montre la proportion d'élèves de catégories socio-professionnelles dites favorisées ou très favorisées au sens du ministère de l'Éducation nationale en fonction pour différentes catégories de collèges. Donc ici les collèges sont classés en 10 groupes, donc collèges publics et privés. Et les collèges du premier décile, donc la barre tout à gauche, sont les collèges les plus défavorisés, donc ceux qui ont la plus faible proportion d'élèves favorisés ou très favorisés. Et à l'inverse, à l'autre bout du spectre, les collèges du 10e décile sont les collèges les plus socialement favorisés. Et la hauteur de la barre représente la part d'élèves dont les parents sont de catégories sociales favorisées ou très favorisées, c'est-à-dire enfants de cadres, de chefs d'entreprise, professions libérales, professions intellectuelles, enseignants et également les professions intermédiaires ici. Et on voit donc des écarts assez considérables avec 10% des collèges à gauche du graphique qui accueillent seulement 11% d'élèves favorisés et à l'autre bout du spectre des collèges, 10% des collèges les plus favorisés qui en accueillent les 3/4 de leurs effectifs. Donc il y a ces écarts importants et si on essaie d'aller un peu plus loin, de comprendre quelles sont les composantes en fait de cette ségrégation sociale qu'on observe dans les collèges en France, on peut, disons, identifier 3 grands types de facteurs. D'abord, il y a évidemment la ségrégation sociale résidentielle qui est forte en France et qui va, d'une certaine manière, prédéterminer la composition sociale des collèges, pour la simple et bonne raison que les élèves, du moins dans les collèges publics, sont affectés à un établissement en fonction de leur adresse. Et donc, mécaniquement, la carte scolaire va déterminer la composition sociale du collège de secteur. Donc ça, c'est une composante, mais si on compare la ségrégation sociale entre collèges à celle qui serait purement prédite par cette ségrégation résidentielle, on s'aperçoit qu'elle est quand même plus élevée. Et c'est parce qu'il y a 2 couches supplémentaires qui viennent s'ajouter. La première et la plus importante, c'est le fait que tous les élèves ne sont pas inscrits dans leur collège de secteur, et une part importante d'entre eux, environ 21% à l'échelle nationale, mais beaucoup plus dans les grandes agglomérations urbaines, sont inscrits dans un établissement privé. Et les établissements privés ayant tendance à recruter des élèves très socialement favorisés, ou plus socialement favorisés que la moyenne, eh bien, mécaniquement, les collèges publics se retrouvent avec une population moins favorisée. Donc ça, c'est une première contribution des inscriptions, on va dire, hors secteur. Et puis, il y a une autre dimension qui est que certains élèves ne s'inscrivent pas dans leur collège, ne sont pas scolarisés dans leur collège de public de secteur et sont scolarisés dans un autre collège public, donc hors secteur, pour différents motifs, parce qu'ils ont obtenu une dérogation ou parce qu'ils suivent un enseignement particulier, des classes à horaires aménagés, type musique, danse, sport, qui permettent effectivement de ne pas être scolarisés dans un établissement qui serait celui de son secteur. Alors, si on fait un petit exercice pour essayer de
d'identifier la part de ces différentes composantes dans la ségrégation sociale des collèges parisiens, par exemple, eh bien, le petit exercice de pensée, le petit exercice de simulation qu'on peut réaliser, c'est de mesurer la ségrégation sociale qui prévaudrait entre les collèges parisiens si tous les élèves fréquentaient leur collège de secteur. Donc il n'y a plus de privé, il n'y a plus de dérogation, tout le monde va dans son collège public de secteur. Il resterait quoi? Eh bien, il resterait quand même la moitié donc, de la ségrégation, donc la portion bleue du camembert. Donc, d'une certaine manière, la moitié de la ségrégation sociale entre collèges, elle est déterminée à Paris par la composition, la sociologie des secteurs. Évidemment, elle s'inscrit à une échelle assez large. L'ouest parisien est plus favorisé que l'est. Mais ce qui est peut-être plus surprenant, c'est que cette ségrégation résidentielle, elle est aussi très forte au sein même des arrondissements. Si vous comparez le quartier de la Goutte d'Or avec la butte Montmartre, on est sur des compositions sociales très différentes qui, évidemment, déterminent des collèges socialement très différenciés, très contrastés. Et puis, quand on regarde ce qui explique l'autre moitié, c'est essentiellement les inscriptions dans le privé. Les dérogations, les inscriptions dans des classes horaires aménagées, finalement, contribuent de manière assez limitée à cette ségrégation sociale. Pour quelle raison? Parce que, en fait, ces dérogations, elles bénéficient aussi bien à des élèves favorisés que défavorisés, donc finalement, elles ne déforment pas tellement la composition des collèges socialement. Donc, on a ces composantes, et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est en fait ce qui a été initié par le ministère pour essayer d'agir sur la part, on va dire, bleue du camembert, c'est-à-dire essayer de mettre en place des initiatives pour réduire la ségrégation sociale entre collèges publics, mais sans impliquer les établissements d'enseignement privé dans le dispositif. Donc c'est une part importante, mais qui n'est pas évidemment la seule. Donc cette initiative sur laquelle s'appuie cette étude, donc elle a été lancée fin 2015 par donc la ministre de l'époque, Najat Vallaud-Belkacem. Cette initiative s'intitulait « Agir pour la mixité sociale au collège ». Et elle avait deux objectifs. D'une part, donc, réduire la ségrégation sociale pour s'efforcer de réduire les inégalités de réussite éducative entre élèves en fonction de leur origine sociale. Donc on a vu en France, avec la présentation par Sandra, que ces écarts sont plus forts que la moyenne de l'OCDE. Mais aussi un autre objectif qui était celui de favoriser la cohésion sociale en s'assurant que les élèves se côtoient au sein des mêmes établissements. Donc, à la différence d'initiatives qui avaient pu être mises en place précédemment, là, c'était, on va dire, une approche qu'on peut qualifier de bottom-up, c'est-à-dire que ce n'était pas le ministère qui imposait des solutions toutes faites aux acteurs, aux collectivités territoriales, aux académies. L'idée, c'était davantage d'impulser des initiatives venant des territoires pour expérimenter différentes manières de renforcer la mixité sociale au collège. Donc le contraste, c'était vraiment par rapport, par exemple, à l'assouplissement de la carte scolaire qui avait été mis en place en 2007 sous Nicolas Sarkozy, et qui était vraiment une approche où le ministère avait donné un certain nombre de directives sur la gestion des dérogations. Là, l'idée, c'était plutôt de faire remonter des initiatives locales. Alors, quand on parle du collège, il y a une complexité importante, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués, et c'est une compétence partagée entre, d'un côté, les départements qui sont en charge de la sectorisation des établissements, et de l'autre, les académies qui représentent le ministère et qui sont en charge de l'affectation des élèves. Donc, d'une certaine manière, ça rend les choses compliquées. Il faut un peu un alignement des planètes pour que tout ça fonctionne bien, pour mettre en place des expérimentations. Donc, ça a pu se faire dans un certain nombre de territoires, mais pas tous. Certaines académies, par exemple, n'ont pas du tout participé à ce dispositif. Je pense, par exemple, à la plus grande académie de France, l'Académie de Versailles. Donc, au moment de la mise en place de ces expérimentations, un comité scientifique a été chargé d'accompagner certaines initiatives, associant des sociologues, des économistes. Donc là, je vais vous présenter un peu ce qui a pu être fait à l'échelle nationale de l'ensemble des territoires où ont été mises en place des actions, mais il y a eu des analyses plus spécifiques sur les expérimentations mises en place à Toulouse ou à Paris, les secteurs multicollèges qui ont donné lieu à une évaluation qu'on a publiée en 2021. Donc les questions de recherche auxquelles on s'efforce de répondre dans cette étude en cours, c'est d'une part de mesurer tout simplement les effets de ces expérimentations sur la mixité sociale, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été fait exactement dans les différents territoires impliqués,
Est-ce que ça a réellement changé la composition sociale des collèges, notamment en lien avec une question importante, quelles ont été les réponses comportementales des familles? Est-ce que les familles ont joué le jeu ou finalement des comportements d'évitement ont annulé tous les bénéfices escomptés de ce dispositif? Et puis ensuite, dans un second temps, on s'intéresse aux effets de la mixité sociale elle-même sur les élèves, en distinguant quand même deux dimensions. On s'intéresse évidemment aux effets de la mixité du point de vue des résultats scolaires, et ça, c'est une partie importante de l'évaluation. Mais au-delà, on pense qu'il est vraiment important de documenter, on dispose de moins de résultats dans la littérature sur ce sujet, les effets de la mixité sociale sur, on va dire, les aspects psychosociaux et le bien-être des élèves, leur relation aux autres, leur fatalisme social et un aspect très important, leur réseau d'amitié. Puisque c'est, si on pense au deuxième objectif de l'expérimentation, favoriser la cohésion sociale, on a envie effectivement de mesurer des dimensions qui s'y rapportent davantage. Donc je vais vous présenter dans un premier temps les différents leviers qui ont été expérimentés, parce qu'il n'y a pas un seul modèle qui a été mis en place, en fait il y en a plutôt 4 ou 5. Le dispositif qu'on a, nous, mis en place pour mesurer les effets de ces expérimentations, qui combinent à la fois des données administratives et des données d'enquête. Et puis, je reviens ensuite sur les deux aspects de l'étude. Le premier, c'est quels ont été les effets de toutes ces expérimentations sur la mixité sociale elle-même, dans les collèges concernés. Et ensuite, du point de vue des élèves, est-ce qu'on mesure des effets sur les résultats scolaires, sur les compétences psychosociales et là, on va s'appuyer principalement sur les données de l'enquête qu'on a réalisée. Donc, quels leviers ont été expérimentés? Donc, les projets qui ont été mis en place, ils n'ont pas tous commencé au même moment. Il y a une partie qui a commencé à la rentrée 2016 et une autre partie à la rentrée 2017. En tout, on compte 22 projets qui ont été engagés dans 12 départements. Et chaque projet impliquait 2 à 6 collèges publics. Et au total, sur l'ensemble de ces 22 sites, on compte 56 collèges. Si on veut faire une typologie des actions mises en place, on peut distinguer 4 grandes catégories. Une approche un peu classique des politiques de mixité sociale au collège qui consiste à redécouper la carte scolaire, donc la sectorisation des établissements, pour essayer de rééquilibrer la composition sociale des différents secteurs. Ce qui est possible si, par exemple, on a des cartes scolaires qui se superposent à un tissu urbain assez contrasté socialement et qu'on essaye de jouer sur les contours de cette carte pour rééquilibrer les choses. Donc c'est par exemple ce qui a été mis en place dans l'académie de Clermont-Ferrand. La seconde approche, c'est d'agir directement sur l'affectation des élèves. Donc je rappelle que pour l'affectation au collège public en France, une adresse égale un collège public. C'est le principe de la sectorisation. L'idée, c'est là de relâcher cette contrainte en fusionnant des secteurs de collèges socialement contrastés. Donc par exemple, au lieu d'avoir 2 collèges avec 2 secteurs distincts, en fait on fusionne les 2 secteurs et ensuite on affecte les élèves selon différentes modalités que je vais décrire juste après. Donc il y a 2 grandes modalités qui ont été testées, ce qu'on appelle la montée alternée, qui ne s'explique bien qu'avec un graphique, donc je vais vous le montrer plus tard, et une autre approche qui est une procédure de choix scolaire régulé, où on demande aux familles de faire des vœux, et on peut voir ça comme un mini Parcoursup, où les élèves sont affectés en tenant compte de critères sociaux. Ces 2 modalités ont été testées notamment à Paris dans 3 secteurs multicollèges. Troisième option, les fermetures ou ouvertures d'établissements. La ville de Toulouse est emblématique de ce point de vue-là, puisque l'approche retenue ici, c'était de fermer des collèges très socialement défavorisés, en l'occurrence ici les collèges situés dans le quartier du Mirail, et de réaffecter les élèves dans les collèges du centre-ville, en particulier le collège Fermat, très réputé à Toulouse. Une politique qui s'apparente un petit peu à du busing, ce qui a pu être mis en place aux États-Unis. Donc c'est l'Académie de Toulouse qui vraiment a été phare sur cette approche. Et puis une dernière approche qui est, on va dire, plus une politique de l'offre, qui consiste à modifier l'offre pédagogique, par exemple d'implanter des options attractives dans des collèges
défavorisés, des collèges en éducation prioritaire, pour retenir les familles, pour faire en sorte que les familles favorisées partent moins dans le privé ou demandent des dérogations. Et ce type d'options attractives, ça va être des classes européennes, des classes horaires aménagées, qui vont essayer de fixer les élèves dans ces établissements. Alors, en général, en fait, on n'a pas une seule action, c'est rare. La plupart du temps, les dispositifs ont été combinés. Donc, ce tableau vous présente un peu la liste des sites qui ont participé à ces expérimentations. On a souvent en fait des combinaisons d'approches. Par exemple, alors si par exemple à Paris, c'est plutôt une approche monodispositif, donc secteur multicollège ou redécoupage de la carte scolaire, on peut avoir par exemple à Saint-Malo une fermeture d'établissement accompagnée d'une resectorisation des autres. Et donc c'est difficile dans ce contexte de mesurer très finement les effets de telle ou telle approche. On n'a pas la puissance statistique pour faire ça, donc notre évaluation est vraiment conduite à l'échelle de l'ensemble de ces expérimentations. C'est plus compliqué de dire ensuite qu'est-ce qui marche mieux, qu'est-ce qui marche moins bien. On n'a pas un nombre suffisant d'observations pour faire ça. Alors, pour illustrer un peu ce qui a été fait, on peut donner l'exemple de l'Académie de Paris, où on a 4 sites pilotes qui ont été impliqués dans ce dispositif et qui illustrent, on va dire, 2 ou 3 approches. Donc, en 2017, les collèges, il y a plusieurs collèges du nord du 17e dont les secteurs ont été redécoupés pour essayer de favoriser plus de mixité sociale. Et puis on compte 3 secteurs multicollèges dans les 18e et 19e arrondissements où à chaque fois 2 collèges socialement contrastés, plus ou moins socialement contrastés, ont été associés au sein d'un même secteur et les élèves ont été affectés selon 2 méthodes. Donc dans le secteur le plus emblématique, celui qui a fait le plus parler de lui à l'époque dans la presse, le secteur Berlioz-Coisvox, donc dans le nord du 18e. Ici, c'est le dispositif de la montée alternée qui a été retenu. Je vais décrire juste dans la diapo suivante comment ça fonctionne. Dans les secteurs Marie Curie, Gérard Philippe et Bergson-Peyron, donc 18e, 19e, là, c'est un système de choix scolaire régulé qui a été retenu. Alors, la montée alternée qui a été mise en place dans le secteur Berlioz-Coisvox, comment ça fonctionne? Eh bien, voilà comment on peut schématiser les choses. Dans un système de sectorisation classique, les élèves sont affectés à un collège public en fonction de leur secteur. Donc, si on considère ici 2 secteurs A et B avec leurs collèges associés A et B, les élèves du secteur A sont affectés au collège A, et les élèves du collège B sont affectés au collège B. Ça, c'est le système habituel. La montée alternée, ça consiste à allouer l'ensemble des élèves des 2 secteurs qui ont été réunis alternativement à un collège puis à l'autre. Donc par exemple, les années paires, tous les élèves de 6e, au lieu de faire leur entrée dans les 2 collèges, ils vont tous rentrer dans le collège A. Et dans le cas parisien, ces élèves resteront dans ce collège pendant toute leur scolarité. L'année suivante, les élèves de 6e, ils rentrent tous dans le collège B. Et comme ça, on alterne les entrées en 6e, si bien qu'à l'issue d'une phase de transition de quelques années, on aboutit à un système où chaque collège accueille en fait que 2 niveaux qui alternent, donc soit 6e, 4e, soit 5e, 3e, et ces niveaux, c'est des doubles cohortes en fait. Donc tous les élèves sont scolarisés ensemble dans le même établissement. Donc ça suppose évidemment une réorganisation pédagogique qui peut être assez lourde, et donc c'est pas un système simple à mettre en place, c'est aussi un système assez peu flexible, ça marche bien pour 2 collèges, ça devient plus compliqué si on veut faire de la montée alternée à 3 ou 4 collèges. L'autre option qui a été retenue pour les 2 autres secteurs, c'est un système dit de choix régulé, qui fonctionne comme un mini Parcoursup, un mini Affelnet, où on demande aux parents de faire des vœux d'affectation. Donc les 2 collèges sont réunis dans un seul secteur, et les parents classent par ordre de préférence les 2 collèges. Les élèves ensuite sont répartis en 4 groupes en fonction de la catégorie socio-professionnelle de leurs parents. Donc si par exemple on suppose que parmi l'ensemble des élèves du secteur entrant en 6e, on a 20% d'élèves défavorisés, 30% de classe moyenne, 15% de favorisés, 35% de très favorisés, eh bien on retient cette répartition pour fixer des quotas dans les 2 collèges pour allouer les places des 2 collèges en fonction de l'origine sociale des élèves. Et ensuite, un algorithme assez simple est utilisé pour allouer les élèves sur les places qui leur sont réservées, de manière à ce qu'à la fin, on arrive à une composition sociale équilibrée des 2 collèges, mais qui tienne compte aussi des préférences exprimées par les parents.
et en plus d'autres critères qui ont été mis en place, par exemple, prise en compte du handicap, du rapprochement des frères et sœurs qui seraient déjà scolarisés. Et donc ce dispositif, il a été testé à Paris et dans une ou deux autres académies. Alors pour évaluer ces différentes approches, qu'est-ce qui a été mis en place comme dispositif? L'objectif général, c'était vraiment de mesurer deux choses. D'une part, l'évolution de la mixité sociale dans les collèges qui ont été impliqués, et deuxièmement, du point de vue des élèves, leurs résultats scolaires, enfin l'impact sur les résultats scolaires, le respect des règles de la vie scolaire, la perception de soi, leur perception du climat scolaire, les relations entre les élèves, les liens d'amitié, et puis plus généralement les attitudes sociales de ces élèves. Pour cela, la méthodologie qu'on a retenue a consisté à en fait trouver un groupe témoin, c'est-à-dire des collèges qui n'étaient pas impliqués dans ces expérimentations, mais qui néanmoins présentaient des caractéristiques proches des collèges qui ont participé. Et donc pour chacun des sites pilotes, de ces 22 sites pilotes, on a identifié des 22 sites témoins présentant des caractéristiques proches qui ont été sélectionnés en tenant compte de différentes caractéristiques comme leur composition sociale, les résultats au brevet, l'éloignement entre les collèges, au cours de la période précédant l'expérimentation, c'est-à-dire de 2010 à 2015. Et donc on a, pour le dispositif, s'appuie sur la comparaison de nos 22 sites tests ou pilotes avec les 22 sites témoins. Et pour réaliser l'évaluation, on s'est appuyé sur deux types de données. D'abord, les données de gestion du ministère, donc les données sur les élèves, leurs résultats au brevet, par exemple, le résultat au test d'évaluation de 6e, dont on dispose pour tous les élèves, et qui sont extrêmement riches, et qui permettent de faire les suivis de trajectoire. Et on a complété ça par des données d'une enquête qu'on a réalisée auprès de deux cohortes d'élèves, donc des élèves qui sont rentrés en 2017 qui sont rentrés en 6e en 2017, et une seconde cohorte, les élèves qui sont rentrés en 2018, et on a suivi ces élèves pendant toute leur scolarité au collège. Donc on a fait 3 vagues d'enquêtes où on a soumis les élèves à des tests de compétences cognitives et puis un questionnaire sur les compétences socio-émotionnelles. Et malheureusement, le Covid est passé par là, donc on n'a pas pu faire une des 3 vagues d'enquête. Donc la vague 2020, on a néanmoins pu récupérer les informations dans les collèges sur les résultats au contrôle continu, les absences, les sanctions, mais on n'a pas pu faire passer le questionnaire directement cette année-là. Donc cette carte illustre les sites pilotes et les sites de comparaison qui ont été retenus dans l'analyse. Donc par exemple, pour illustrer, j'avais décrit les sites pilotes dans la ville de Paris. Bien, les sites témoins, ils ont été sélectionnés par notre algorithme de sélection, en fait, dans les collèges qui étaient en périphérie de Paris et plutôt dans le 12e et le 13e arrondissement. Et on a fait cette association, ces pairs entre sites pilotes et sites témoins, on l'a fait pour l'ensemble des territoires, des sites impliqués. Alors, première étape, quel a été l'effet de ces expérimentations, l'effet moyen global sur la mixité sociale dans les collèges concernés? Alors, un premier point, c'est un peu de situer les collèges qui ont participé à l'évaluation parmi l'ensemble des collèges français. Alors, ce qu'on représente ici, c'est la part d'élèves socialement défavorisés ou de catégorie sociale moyenne, qui va être notre indicateur qu'on va retenir pendant toute l'étude, dans les différents sites, dans les différents collèges des sites qui ont participé à l'évaluation. Donc, pour donner une idée, quand on parle de catégorie sociale moyenne ou défavorisée, il s'agit d'enfants d'artisans, de commerçants, d'employés, d'ouvriers, de personnes sans activité professionnelle. Donc, pour la plupart, qui n'auront pas de diplôme de l'enseignement supérieur. Et ici, chaque point correspond à, si on classait les collèges français sur une échelle de 1 à 100, les collèges les plus à droite sont les plus défavorisés, les collèges à gauche sont les plus favorisés. Et ici, on représente en rouge le collège le plus défavorisé de chaque site et en bleu, le collège le plus favorisé de chaque site. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, bon, il y a quand même un écart en moyenne sur l'ensemble des collèges qui ont participé à l'expérimentation, c'est-à-dire qu'on est bien sur des sites où il y a des collèges favorisés, des collèges défavorisés, mais il y a pas mal de variations d'un site à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des collèges où
le plus défavorisé du site, finalement, il ressemble beaucoup au collège moyen français, du point de vue de sa composition sociale. Il y en a aussi des sites où le collège le plus défavorisé du site est extrêmement défavorisé à l'échelle nationale. L'autre point, c'est qu'au-delà de ces différences un peu moyennes, on a aussi une variation entre des sites où il y a des gros écarts et des sites où finalement les collèges ne sont pas si différents que ça au départ. Ça, c'est très important à retenir, à garder en tête, parce que, évidemment, les dispositifs qui ont été mis en place ne peuvent produire d'effet que s'il y a un potentiel de mixité. C'est-à-dire que si vous mettez en place un dispositif de mixité, là où les collèges, finalement, sont très proches les uns des autres socialement, vous n'allez pas obtenir des effets très importants. Et c'est important pour interpréter ce qu'on va montrer juste après. Donc précisément, quand on considère tous les sites, les 22 qui ont participé, et qu'on essaie de mesurer l'évolution de la mixité depuis la mise en place du dispositif, alors comment on mesure cette évolution? En fait, on va calculer pour les élèves favorisés et défavorisés du site, donc on considère que les élèves appartiennent à l'une ou l'autre catégorie, on va mesurer dans leur collège à quelle proportion d'élèves favorisés ou défavorisés ils sont exposés. C'est ce qu'on appelle une mesure d'exposition. Donc, pour donner un exemple, le graphique de gauche vous montre que dans les sites pilotes, en moyenne, les élèves défavorisés comptaient parmi leurs camarades du collège qu'ils fréquentaient 32% d'élèves socialement favorisés. À l'inverse, les élèves favorisés de ces sites pilotes comptaient en moyenne 55% d'élèves défavorisés. Pour qu'il y ait plus de mixité sociale, il faut que les choses se rapprochent, c'est-à-dire que les élèves soient exposés davantage aux élèves du groupe social opposé. Alors quand on regarde l'évolution ici, première chose à noter, c'est qu'avant les mises en place de l'expérimentation, les sites pilotes et les sites de comparaison évoluaient de façon assez proche, ce qui est une bonne nouvelle pour le dispositif d'évaluation, c'est-à-dire qu'on est quand même sur des sites qui étaient relativement comparables de ce point de vue et qui évoluaient de façon parallèle. Ensuite, une fois que les expérimentations ont été mises en place, on peut suivre les effets jusqu'à 2 ans ici, eh bien, on voit quelque chose se passer, il y a bien une mixité qui progresse, néanmoins, l'effet est relativement limité en moyenne, puisque, grosso modo, l'exposition, par exemple, des élèves défavorisés aux élèves favorisés, elle a augmenté de 3 à 5 points de pourcentage, pareil pour l'exposition des élèves favorisés aux élèves défavorisés. Donc ce n'est pas un effet complètement négligeable, mais ce n'est pas non plus un changement radical dans la sociologie de ces collèges. Alors, première hypothèse, on pourrait se dire, peut-être c'est parce que finalement les familles n'ont pas joué le jeu, il y en a qui sont partis dans le privé, il y en a qui ont déménagé, qui ont demandé des dérogations, et finalement les tentatives ont échoué du fait des réactions des familles. En réalité, quand on regarde l'évolution des comportements d'évitement et l'évolution de la composition sociale des sites, de ces sites, c'est-à-dire est-ce qu'on voit bien des familles partir, déménager ailleurs? En fait, on ne voit pas vraiment ça. Ici, on regarde l'évolution des comportements d'évitement à l'entrée en 6e. Alors, le point à retenir ici, c'est la part des élèves scolarisés dans un collège privé avant et après la mise en place des expérimentations. En fait, elle ne bouge pas vraiment dans les sites pilotes, pas plus que dans les sites de comparaison où il ne s'est rien passé. C'est vrai ici pour l'ensemble des élèves, mais c'est aussi vrai quand on s'intéresse uniquement aux élèves de catégories sociales favorisées. Donc, du moins pendant les 3 premières années du dispositif, on ne voit pas tellement d'évolution de ces comportements d'évitement. On ne voit pas non plus d'évolution de la composition sociale des sites, c'est-à-dire ici on montre l'évolution de la proportion d'élèves favorisés qui résident dans le site, qui fréquentent ou non leur collège public de secteur. Eh bien, là non plus, ça n'a pas tellement évolué dans les sites pilotes par rapport aux sites de comparaison, ce qui suggère qu'il n'y a pas eu d'évitement sous une forme de déménagement. Alors, comment expliquer que l'effet soit finalement pas si élevé que ça en moyenne sur les sites? Bien, quand on regarde dans le détail, il y a quand même une partie non négligeable, dans la moitié à peu près, de ces sites qui ont participé à ces expérimentations où il n'y avait pas tellement de potentiel, ou un potentiel relativement limité de progression de la mixité, pour la simple et bonne raison qu'au départ, finalement, les collèges n'étaient pas si différents que ça, et donc même en mélangeant aléatoirement les élèves, on n'allait pas faire beaucoup progresser la mixité. C'est par exemple le cas dans un des secteurs dont j'ai parlé à Paris, le secteur Bergson-Peyron, 2 collèges du 19e, où certes il y avait des écarts sociaux entre les 2 collèges, mais enfin ils étaient assez limités, donc il n'y avait pas
grand-chose à en attendre, mais par contraste, il y a des collèges, des sites où il y avait beaucoup plus de potentiel, par exemple le secteur Berlioz-Coisvox, ce secteur multicollège avec montée alternée. Là, on parle bien de 2 collèges qui étaient totalement polarisés socialement, un collège REP avec plus de 50% d'élèves défavorisés, un collège favorisé où il y en avait moins de 10%. Donc il y a beaucoup d'hétérogénéité dans ce groupe, et pour aller, disons, pour analyser les effets du dispositif sur, de la mixité sociale sur les élèves eux-mêmes, il est nécessaire de se concentrer sur à la fois les sites et les élèves où il y avait quelque chose à en attendre. Donc c'est ce qu'on a fait dans l'analyse, l'enquête qu'on a mise en place, c'est-à-dire qu'on s'est concentré sur à la fois les sites et les élèves qui présentaient un réel potentiel de mixité. Et on va voir que pour ces sites et ces élèves, on a bien une augmentation très sensible de la mixité sociale vécue, enfin en tout cas de l'exposition de ces élèves aux élèves d'un autre groupe social. Donc comment on a calculé ce potentiel de mixité? En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé dans les sites, je schématise, mais on a comparé la mixité sociale qui était observée avant les expérimentations à celle qui aurait prévalu si tous les élèves étaient totalement mélangés au hasard entre les collèges. On s'est dit, bon, si la mixité réellement observée avant est très différente de celle auquel on pourrait parvenir si on allouait les élèves au hasard, ça veut dire qu'il y a un potentiel. Mais si ce n'est pas très différent, ça veut dire que finalement, les élèves sont socialement assez comparables d'un collège à l'autre, il n'y a pas grand-chose à en attendre. Donc en faisant ça, on a identifié à peu près une moitié de sites, donc 10 paires de sites pilotes et témoins qui avaient un fort potentiel de mixité. Et dans chaque site, on s'est focalisé particulièrement sur la moitié des élèves, donc pour la moitié des élèves favorisés et la moitié des élèves défavorisés, qui eux-mêmes présentaient le plus fort potentiel d'augmentation de la mixité. Alors ce qu'on entend par là, c'est en fait des élèves qui étaient scolarisés dans des écoles élémentaires, typiquement extrêmement ségrégées, et qui, du fait des expérimentations, se retrouvent dans des établissements où ils vont être exposés à des élèves très différents de ce qu'ils auraient connu sans les expérimentations. Et quand on fait ce focus, là on voit des effets quand même nettement plus forts pour ces élèves et ces sites. Et donc pour reprendre les graphiques précédents, mais cette fois sur cet échantillon, on a bien ici une progression très sensible de l'exposition des élèves défavorisés aux élèves favorisés, et réciproquement des élèves favorisés aux défavorisés. Et là, l'impact, il est quand même beaucoup plus sensible, puisque si on prend l'exemple des élèves défavorisés, avant les expérimentations, ceux-là avaient 25% d'élèves favorisés dans leur collège. Là, ça passe à 35%, et on a une augmentation de 10 à 15 points des taux d'exposition, ce qui est quand même un choc d'exposition sociale qui n'est pas négligeable et qui peut entraîner des effets sur à la fois les comportements des élèves, leur réussite. Et c'est ce groupe-là auquel on s'est intéressé qu'on a choisi d'aller, ces groupes-là qu'on a choisi d'aller enquêter. Et c'est ce que je vais présenter ici, donc dans cette dernière partie, les effets sur les élèves eux-mêmes, en commençant par nous intéresser à une question assez élémentaire, mais enfin importante dans ce contexte. C'est finalement, est-ce qu'il suffit de créer, de renforcer la mixité sociale à l'échelle d'un établissement pour qu'on la retrouve entre les classes, au sein des classes, et dans les liens d'amitié des élèves? Parce qu'on peut très bien imaginer des situations où on crée de la mixité sociale un peu en façade au niveau du collège, mais par exemple les chefs d'établissement vont reconstituer des classes avec des options qui vont faire que les élèves se séparent socialement, et puis même s'ils sont mélangés dans les classes, ça ne veut pas dire qu'ils vont devenir amis. Donc un des enjeux qui n'est évidemment pas mesurable directement avec les données de gestion du ministère de l'Éducation nationale, c'est de savoir si ces élèves qui ont été mélangés socialement, ils ont créé des liens d'amitié entre eux ou pas. Ce n'est pas une question anecdotique, parce qu'il y a beaucoup de recherches récentes qui suggèrent, qui indiquent que les réseaux d'amitié qu'on peut constituer dans le milieu scolaire sont quand même très déterminants pour la mobilité sociale future, par plein de raisons, et notamment ces réseaux vont ensuite potentiellement jouer un rôle dans sa vie professionnelle, dans son insertion sur le marché du travail. Et donc c'est un enjeu assez majeur de ces évaluations que d'essayer de mesurer ça. Alors,
Dans ce graphique, ce qu'on montre ici, c'est pour les deux groupes d'élèves auxquels on s'intéresse, donc d'un côté les élèves favorisés, de l'autre les élèves défavorisés, comment évolue la proportion d'élèves favorisés, enfin défavorisés auxquels ils sont exposés dans leur collège, dans leur classe et parmi leurs amis. Donc pour mesurer les deux premières lignes, on utilise les données de gestion de l'éducation nationale. Pour la dernière ligne, en fait, on s'est appuyé sur un questionnaire. On a tout simplement demandé aux élèves de nommer les élèves de leur classe qui étaient leurs amis. Donc le premier constat, c'est qu'on retrouve les chiffres que j'avais donnés avant. L'exposition des élèves favorisés aux élèves défavorisés et réciproquement, elles convergent. Donc on a une augmentation très significative de cette mixité. Et si on veut schématiser les choses, on peut dire que l'écart d'exposition des uns aux autres, il a été réduit de moitié pour ce groupe d'élèves et pour ces sites. Donc c'est quand même une progression assez substantielle. Et on retrouve à peu près les mêmes ordres de grandeur quand on regarde l'évolution de la mixité sociale dans la classe. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que les chefs d'établissement n'ont pas annulé cette mixité par des politiques de constitution des classes qui auraient, d'une certaine manière, reconstitué de la ségrégation à l'intérieur des collèges. Alors quand on regarde ensuite la mixité sociale parmi les amis déclarés par les élèves, les effets sont moins forts, ils sont néanmoins présents. Alors c'est un peu variable selon le groupe qu'on considère. Pour les élèves défavorisés, on retrouve à peu près la moitié de la mixité du progrès de mixité qui avait été observé au niveau du collège parmi leur réseau d'amitié. Pour les élèves favorisés, c'est un peu plus, plutôt les 2/3. Donc oui, la mixité progresse dans les collèges, dans la classe, elle progresse aussi dans les liens d'amitié, mais du fait de phénomènes d'homophilie bien connus, que les élèves ont plutôt tendance à devenir amis avec des élèves de même origine sociale, eh bien, les progrès sont un peu moindres, mais ils restent significatifs. Deuxième dimension importante à laquelle on s'est intéressé, c'est finalement, est-ce que ces expérimentations, enfin, est-ce que la mixité, plutôt, dans ces sites qu'on a isolés ici, a eu des effets sur les performances des élèves, les performances scolaires et, on va dire, les aspects plus de respect de la vie scolaire, les absences, les retards, les sanctions, tels qu'on peut les mesurer par les données qui nous remontent des établissements. Donc, je rappelle ici, on suit des élèves tout au long du collège, on les a testés en 6e, on les a testés en 4e, et puis on a leurs résultats au brevet. Donc on a plusieurs mesures, on a les résultats aux tests qu'on a fait passer aux élèves en maths français, les résultats au contrôle continu, c'est-à-dire les notes qu'ils obtiennent dans leur collège, les résultats aux épreuves écrites du brevet en maths français, et puis ces mesures de respect de la vie scolaire qui sont remontées des logiciels de gestion des établissements. Donc là, le constat, il est assez clair. On ne détecte pas d'effet significatif de la mixité sur les performances et on va dire, la discipline, aussi bien pour les élèves défavorisés que favorisés. Alors, on a une marge d'erreur, un intervalle de confiance quand même important, mais en tout cas, il n'y a pas d'effet détectable ici important. Alors, on peut voir le verre à moitié vide, à moitié plein. Une des craintes principales exprimées au moment du lancement de ces expérimentations, c'est que cette mixité allait fortement pénaliser les performances des élèves socialement favorisés. C'était un des grands freins à la mise en place de ce dispositif. En fait, ici, on ne voit pas tellement cet effet. On n'a pas de détérioration significative du niveau, enfin des résultats obtenus aux différentes épreuves, aux différents tests par les élèves favorisés, mais on n'observe pas pour autant de progression significative scolairement des élèves socialement défavorisés. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est totalement surprenant étant donné la littérature en économie de l'éducation, sur les effets de pair, qui montrent que ces effets sont finalement modérés, c'est-à-dire l'influence des camarades de classe sur mes performances scolaires, telles que mesurées par les tests à court terme, ne sont pas forcément très importantes. Mais donc, ça confirme ça sur cette échelle de temps qui est celle qu'on a pu évaluer, donc la durée du collège. Là où les choses sont assez différentes, c'est quand on s'intéresse aux aspects, on va dire, non scolaires des effets de la mixité, qui ne sont pas pour autant des aspects négligeables, parce que ces aspects non scolaires peuvent tout aussi bien déterminer et déterminent fortement les trajectoires éducatives et les trajectoires dans la vie des adultes des élèves.
Et alors, juste avant d'aller de venir à ces résultats, un point important, alors ici c'est davantage mécanique, mais c'est un point à retenir pour interpréter ce qui va venir. Certes, du point de vue des performances absolues, on ne voit pas d'effet. En revanche, les performances relatives des élèves dans leur établissement sont impactées. Pourquoi? Parce que si je suis un élève défavorisé dans un collège très défavorisé, et que je suis mélangé tout à coup avec des élèves plus favorisés, mécaniquement, mon rang dans la classe va baisser. Mon niveau relatif va être influencé. Je suis en compétition avec des élèves qui, en moyenne, obtiennent de meilleurs résultats. À l'inverse, pour un élève socialement favorisé, il va être en compétition avec des élèves, il va être exposé à des élèves un peu moins performants quand la proportion d'élèves défavorisés augmente dans sa classe. Et donc c'est bien ce qu'on observe si on mesure les performances relatives des élèves, c'est-à-dire par rapport aux élèves de leur collège, elles se dégradent pour les élèves défavorisés, elles augmentent pour les élèves favorisés, dans des proportions non négligeables. Et ça, c'est évidemment une dimension à avoir en tête, parce que ça peut fortement influencer la perception et l'estime de soi des élèves. Parce qu'on peut imaginer très bien que, par exemple, si je suis un élève favorisé et que mon niveau relatif est beaucoup plus important, mon estime personnelle scolaire va être positivement impactée. Je me sens meilleur. Ça, c'est quelque chose qu'on a pu mesurer. Donc je reviens à ces dimensions non scolaires de la mixité. On a créé des indicateurs qui regroupent les réponses des élèves à plusieurs types de questions. On a distingué 3 grands groupes d'indicateurs. On a essayé de mesurer le bien-être personnel des élèves. Alors ça va inclure notamment l'estime de soi scolaire, le bien-être social, qui va se rapporter davantage à des questions relatives, par exemple, à est-ce que l'élève se sent bien dans son collège, se sent en sécurité, comment sont ses relations avec ses amis, et puis des attitudes sociales qui essaient de mesurer davantage des dimensions comme le goût pour le travail en groupe, la prosocialité, la solidarité, le fatalisme social. Donc c'est cette dernière catégorie. Donc là, le message qui ressort de ce graphique, c'est que, pour synthétiser, ce qu'on observe, c'est pour les élèves favorisés, une assez forte progression de ce bien-être personnel. Je vais décrire d'où ça vient. Et pour les élèves défavorisés, c'est davantage le bien-être social, les attitudes sociales qui évoluent. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Commençons par les mesures de ce bien-être personnel, de cette perception de soi. La principale chose qui évolue fortement pour les élèves socialement favorisés, c'est que leur estime de soi scolaire augmente très fortement. Elle augmente de à peu près un quart d'un écart type. Alors, ça avait donné des indications sur ce que ça veut dire. Un quart d'écart type, c'est un effet important. C'est-à-dire que ces élèves favorisés, dans des collèges plus socialement mixtes, ils ont une estime de soi assez fortement renforcée. L'autre chose qui évolue cette fois pour les deux élèves, alors pour les deux types d'élèves, plus significativement pour les élèves favorisés, c'est ce qu'on a appelé l'optimisme sur le rendement d'effort ou le growth mindset, c'est-à-dire est-ce que les élèves sont davantage enclins à considérer que il y a un rendement de leur effort scolaire. C'est-à-dire que s'ils travaillent plus, ils auront de meilleurs résultats, qu'ils ne sont pas, disons que leurs performances ne sont pas condamnées à être ce qu'elles sont aujourd'hui, qu'elles dépendent en partie de leurs efforts. Donc ça évolue dans un sens favorable pour les deux groupes d'élèves. Pour les élèves, disons, défavorisés, ce qui change principalement, c'est ce bien-être social et les attitudes sociales. Donc le bien-être social, ici on l'a mesuré avec plusieurs types de dimensions. Ce qui va changer beaucoup pour eux, c'est le sentiment de sécurité au collège, donc ils se sentent mieux et plus en sécurité dans leur collège, et la qualité perçue des relations avec leurs amis augmente aussi fortement. Donc par rapport au collège où ils étaient ils auraient été scolarisés, donc ici mesurés par les élèves dans les sites témoins où il ne se passe rien. On a une progression très sensible de cette qualité des relations amicales qui renvoie quand même à cette notion de cohésion sociale qui était un des objectifs des expérimentations. Et puis pour finir, on a essayé de mesurer différentes attitudes des élèves, alors vis-à-vis du travail en groupe. Alors la prosocialité, ça va mesurer par exemple si les élèves disent que ils aident les autres, enfin leurs camarades, ils sont contents quand leurs camarades réussissent bien. Voilà. La mobilité sociale, alors ça on mesure, c'est l'inverse du fatalisme social. On demande aux élèves à quel point ils pensent que le diplôme de leurs parents ou leur quartier d'origine déterminera leur réussite future. Et
ce qui se dégage de cet ensemble d'indicateurs, c'est que eh bien, il y a une assez forte, disons, une attitude davantage tournée vers la coopération, la prosocialité, un moindre fatalisme social des élèves défavorisés qui sont exposés à cette plus grande mixité sociale, avec, si vous regardez pour certaines des mesures, des très gros écarts au départ, donc les points rouges et bleus qui vous indiquent la moyenne dont on part avant expérimentation, enfin, dans le groupe témoin. Il y a de très forts écarts, donc ça se rapproche, mais bon, ça reste des effets de taille relativement modérés. Alors, je crois que je dois finir. Je vais conclure en disant plusieurs choses. La première, du point de vue de la première composante de l'analyse, c'est-à-dire les effets de ces différentes expérimentations sur la mixité sociale. Bon, ce qu'on peut en tirer comme conclusion, c'est qu'il y a différentes approches qui ont été retenues et qu'il y a bien des effets enfin, ces approches ont en moyenne fait progresser la mixité, mais pas d'une manière homogène dans tous les sites, et que le potentiel de départ, évidemment, détermine très forcément ce qu'on voit à l'arrivée. On n'observe pas, à l'échelle globale, d'augmentation de l'évitement scolaire sur la période considérée. Donc, ça veut dire qu'il est possible de faire progresser la mixité sociale avec ce type de dispositif. Du point de vue des élèves, on a des effets positifs pour les élèves défavorisés du point de vue de leur bien-être personnel, enfin, leur bien-être social essentiellement, mais on a un impact limité sur les résultats scolaires. Pour les élèves favorisés, on n'a pas de détérioration des résultats scolaires, mais des effets très positifs sur l'estime de soi scolaire, donc pas tellement en moyenne d'effets très négatifs. Néanmoins, ce que ça suggère, c'est que les bénéfices de la mixité dans ce cadre sont principalement de l'ordre, enfin, se mesurent principalement à l'aune de la cohésion sociale, et que ce dispositif n'a pas démontré de forts impacts sur les inégalités de performance scolaire entre élèves à court terme. Et donc, ce type d'approche doit être nécessairement complété par d'autres leviers. Il faut aussi mettre un petit bémol à ça. Il s'agit de résultats mesurés à la fin du collège qui ne préjugent absolument pas des effets de la mixité à plus long terme. Encore une fois, les trajectoires individuelles, les choix d'orientation, par exemple les choix à l'entrée dans l'enseignement supérieur, l'insertion professionnelle ultérieure, dépendent certes des performances scolaires, mais dépendent aussi énormément d'autres dimensions non scolaires qui sont, pour le coup, des dimensions qui ont été influencées par ce dispositif. Donc il faudra attendre quelques années avant de pouvoir vraiment mesurer l'effet complet de ces expérimentations sur les parcours individuels des élèves. Je vous remercie.